Bienvenue dans Passion, le podcast où j'invite des humoristes à parler d'autre chose que leur technique de blague. Et aujourd'hui, je suis avec Isabelle Châtaignier-Arroche. D'ailleurs, on dit Châtaignier-Arroche ou on dit Châtaignier, c'est pas mal, ouais. Okay. Je vais me faire engueuler, mais c'est pas mal. C'est une question d'appartenance au mâle. Voilà, exactement, une question de patriarcat. Ici, on est anti-patriarcat, donc c'est Châtaignier. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de radio. Et je t'ai invité parce que toi, ton expertise, elle est autour de la voix principalement. Ouais. Même si tu fais du stand-up également. Oui, autour de la voix et autour de l'art oratoire un petit peu de manière générale, mais forcément la voix, c'est le moyen que tu as de t'exprimer, donc oui, je m'y connais un petit peu, on va dire. Très bien, et donc pour développer ça, j'ai écrit, comme pour tous les autres invités, ta bio, que je vais te demander de lire avec ta magnifique voix. Pour mettre bien à l'aise en faisant un petit compliment comme ça. Ma magnifique voix, exactement. Elle est où du coup ? Elle est dans le petit cahier, donc tu vas voir là où il n'y a plus de dédicace, voilà, c'est... Alors, Isabelle Châtaignier, du coup, a choisi la voix et l'art oratoire comme compagnon de route pour traverser la vie. Ancienne avocate, elle accompagne ceux qui veulent s'exprimer avec éloquence. Il est donc tout sauf étonnant de la voir arriver dans le monde du stand-up. C'est même assez rafraîchissant de voir quelqu'un qui brille par la parole se frotter à une discipline au code si complexe à appréhender. C'est une véritable prise de risque quand tout un CV démontre une solide réputation dans son milieu. Et ben, moi, je suis impressionnée parce que j'ai l'impression que je n'ai pas respiré pendant tout le long. Si, je crois que j'ai respiré. Non, je sais pas. Mais en fait, moi, comme je connais pas la magie derrière l'art oratoire, je les entends pas, tu vois. Ouais, tu prends ton air en fait du ventre. Après, ça va devenir très chiant et très technique, mais tu prends ton air du ventre en fait pour parler bien, on va dire. Et parce que si tu parles juste avec l'air que tu as dans tes poumons, très très vite, tu vas manquer d'air. Donc c'est mieux de savoir faire prendre sa voix depuis le ventre. Et après, c'est des exercices, c'est des techniques. Moi, ça fait un petit moment que je fais ça, donc j'y réfléchis plus vraiment, tu vois, c'est comme quand on te demande de parler normalement ou respirer normalement. D'un coup, tu te dis, c'est quoi respirer normalement ? Parce que tu as l'habitude de le faire depuis tellement d'années, tu sais pas ce que c'est. Ouais, c'est comme faire du vélo, conduire. Voilà, c'est comment tu fais du vélo ? Je sais pas, je pédale, tu vois. Voilà, donc, ok, c'est intéressant. Du coup, rien à rajouter sur cette bio Non, elle est bien, je trouve. Qui est extraite, pour le rappeler, de l'article Découverte Humour de mois de mai. Qui m'a fait mon mois de mai. Où, j'aime bien quand je précise pas à la personne qu'elle va être découverte humour, quand je l'annonce pas du tout, voir le message après, c'est incroyable et tout. Ce petit moment où tu te sens important, alors qu'en vrai... Ce petit jour de déconfinement où tu te dis, on est toujours un petit peu confiné, et en fait, non, il y a quand même un petit moment sympa dans la journée, donc ça, c'est cool. Ouais, parce que je l'ai mis le jour du déconfinement, je sais pas si c'était le meilleur timing, parce que les gens peut-être sont sortis plus, mais... Ouais, alors sorti plus, moi, de ce que je vois autour de moi pour l'instant. Là, ça commence un petit peu, mais le 11 mai, c'était pas la folie non plus, quoi. C'est clair. Moi, j'avais attendu un petit peu. Et je préparais ces podcasts pour l'enregistrement au mois de juin. Donc, on enregistre au mois de juin, le 13 juin. Voilà, je le précise, même si le podcast va sortir au mois d'août. Juste avant la rentrée de la radio. Parce que chaque année, il y a un peu des mercatos à la radio, il me semble. Ouais, je pense, pendant l'été, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, à la rentrée, on en parlera. Et mercato. Pour moi, c'est une mercato médiatique où tu sais pas où va aller Nico Salégas. Et franchement, à part l'Instant M sur France Inter, je sais pas si ça intéresse vraiment les gens, mais moi, ça me fait kiffer en vrai. Ouais. Ouais, je sais pas, même si ça dure 2 minutes, parce que les échos des uns et des autres sont un peu mis à mal, et c'est intéressant de voir... Où va Bertrand Chameroy, ou je sais pas. On pense à lui. On pense à toi, Bertrand. Parce que TPMP, ça a été dur. Je connais pas du tout en plus. C'est juste que j'aimais bien quand il était chez TPMP et que ça s'est mal passé, comme pour plein de gens. C'est marrant de dire ça. J'aimais bien quand il était dans un endroit et que ça s'est mal passé. non mais j'aimais. Enfin, c'était un peu le seul que j'aimais bien dans cette émission. Ouais, il est assez. Moi non plus, je le connais absolument pas, mais il a l'air assez sympathique. Ouais. Voilà, donc, on salue quelqu'un qui nous connaît. Donc, je commence traditionnellement tous les épisodes par une chronique que je lis, avec une voix un peu moins habituée à parler. Parce que le but de ce podcast aussi, pour moi, c'est d'apprendre à parler. Voilà, donc je pense que je vais me sentir évaluée pendant tout le truc, mais avec bienveillance. Absolument pas. Très bien, donc
Je ne sais pas si toi, tu pourrais dire que tu es passionné de radio, ou de manière générale, si on peut dire qu'on peut être passionné de radio comme on peut être passionné de voyage, de foot. Je pense qu'on peut être passionné de radio. Après, moi, je sais pas si je suis passionné de radio. Pour moi, la radio, c'est plus des souvenirs, en fait, un petit peu. Tu sais, c'est les souvenirs quand tu partais en vacances avec tes parents et que t'as la radio qui passe pendant, je sais pas, 5-6 heures. T'as des voix comme ça auxquelles tu t'habitues. Enfin, c'est plus des souvenirs, en fait, qui sont accrochés à la radio que vraiment une passion absolue. Mais après, ça m'est arrivé de temps en temps d'aller faire des émissions de radio et c'est un milieu qui est rigolo, je trouve. Ouais. C'est moins guindé que la télé, ça, déjà. C'est pas tellement guindé, en fait. La télé, t'as des émissions télé où t'as des... En fait, à la télé, tout dépend de la prod avec laquelle tu travailles. Moi, j'ai déjà travaillé sur une émission de télé avec, pour le coup, une prod qui était hyper sympa. Mais à la télé, tout est grand, en fait. Tout est immense. Y a des moyens déjà qui sont beaucoup plus élevés que ceux d'une émission de radio. Et du coup, à la radio, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus proximité, tu vois, un petit peu plus familier. T'as des équipes qui bossent, et les gens bossent énormément à la radio, mais quand il y a des émissions où tu peux débarquer. Enfin, moi, je me souviens d'une émission que j'avais faite. C'était l'époque où Édouard Baird était sur Radio Nova. Ah oui. À la matinale. Et on avait été reçus parce que j'étais dans un documentaire en fait, qui s'appelait À voix haute, sur un concours d'éloquence, justement. Et on avait débarqué à 15, tu vois, dans le studio. Et ça, c'est pas vraiment possible en télé. C'est clair. De débarquer comme ça à 15 sans vraiment prévenir. En plus, c'était Édouard Baird, il avait filé le micro à tout le monde. Donc c'était hyper convivial. Et je trouve qu'il y a ce truc-là vraiment dans la radio de proximité, en fait. Les gens sont sympas. Ouais, complètement. Et je pense que c'est pour ça que ça me passionne. Je pourrais peut-être même le mettre sur la rubrique sans intérêt de mon CV, même si ça se fait pas. Je pense pas que ça se fait de ouf. Parce que, typiquement, on comprend que le fan de foot hurle de joie quand la balle heurte le fond des filets. On sait ce qui se passe quand une groupie assiste au concert de son groupe préféré. Et la radio, au final, c'est un média. Et je sais pas si tu connais des fans de BFM TV. C'est pas le meilleur exemple. C'est un très mauvais exemple. Je me félicite de ne pas en connaître beaucoup. Ouais. Non, mais moi non plus. Je suis pas fan de BFM TV du tout. Même si quand c'est arrivé, ça semblait révolutionnaire, l'info en continu. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était maléfique. C'est horrible. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'est marrant parce que je préfère la radio quand elle est étrangère. Parce que je trouve que la programmation musicale, elle est plus éclairée dans certains cas. Je trouve les conversations plus spontanées, le divertissement un peu différent, mais après, peut-être que je connais pas bien la radio française, je ne sais pas. Et puis, l'avantage de la radio, c'est que tu peux vraiment écouter un programme à peu près dans le monde entier, alors que la télé, les droits sont un peu verrouillés par chaque pays, par les CSA locaux, etc. Typiquement... j'ai fait l'acquisition ces derniers mois d'un VPN qui permet en gros de se téléporter dans n'importe quel pays du monde et de regarder ou de consommer n'importe quel contenu. Et ça m'a changé ma vie, mais comme toutes les libertés qu'on a à disposition, c'est en train d'être pernicieux un peu. Netflix, il bloque les VPN maintenant, on ne peut plus faire grand-chose, quoi. Et c'est comme toutes les autres libertés, en fait, ça met un temps avant d'être régulé. Et j'espère qu'on va quand même continuer à pouvoir écouter des radios, les regarder les gens sur les webcams, etc. Voilà. Attends, du coup, tu écoutes des radios étrangères, mais tu écoutes quoi comme radio étrangère ? Alors, j'écoute globalement 2 radios, donc la BBC Radio 1 et Couleur 3, qui est radio suisse. Voilà. on aura l'occasion d'en reparler. Mais en fait... J'ai développé un attachement pour les animateurs. Je sais pas, je trouve que comme ils gèrent leur rythme de l'émission, ils distribuent la parole. Je sais pas, il y a un dynamisme, il y a un truc qui se passe. Mais typiquement, tu parlais du lien de proximité, il y a vraiment ça. Et j'adore particulièrement, typiquement, les animateurs drôles. Et typiquement, on parlait de Couleur 3. Valérie Paco, en fait, c'est une animatrice qui a comme particularité de rire très fort tout le temps. Et elle a toujours dit mon rire, c'est un peu mon ADN. On me l'enlève pas, quoi. Et ça crée vraiment un truc que tu vois pas forcément ailleurs. Et en plus, c'est un rire plus agréable que le rire d'Hanouna que j'entends T'as un truc contre Hanouna. Mais en plus, c'est marrant parce que, j'en parlerai, mais Hanouna, j'adorais son émission Touche pas à mon poste au tout début quand c'était sur France 4. Ah oui.
Ouais, j'ai vu la première émission, j'étais à fond, quoi. Parce que l'analyse des médias, je sais pas, ça me fait kiffer. Et je pense que c'est typiquement quand c'est victime de son succès, quand ça change un peu de ligne édito, de segmentation de public, je pense qu'il m'a perdu là. Mais globalement, j'aimais bien le côté analyse des médias, voir comment les médias traitent les informations et tout. Quotidien aussi, ils font ça assez bien. Mais Couleur 3, en fait, ils font aussi... ils invitent des jeunes humoristes. Alors que, en gros, Couleur 3, c'est la 3e radio publique suisse. D'accord. Et c'est l'équivalent un peu pour les humoristes de France Inter. Ok. Sans le côté prestigieux, le côté rêve des jeunes humoristes d'intégrer cette station. Parce qu'en gros, t'es nouvelle humoriste, t'as Valérie Paco qui vient dans le plateau d'humour du coin à Genève ou Lausanne et qui te repère et qui te donne ta chance. Et après, du coup, tu peux faire énormément de projets. Ils ont des projets vidéo, Tataki notamment. Et c'est vachement cool parce que ça donne un premier pied à l'étrier à tout le monde. Ils se retrouvent parfois intégrés à Joker, ce qui est en gros l'équivalent d'une boîte de prod. C'est l'une des seules boîtes de prod de stand-up en Suisse, vu qu'ils sont peu, mais ils montent très très vite, quoi. Et mais c'est vrai que sur France Inter, j'aime beaucoup Marina Rollman, Alexandre Rossignol, Fanny Rouet, etc., etc. Mais j'aime pas du tout l'ambiance, c'est le métier qui rentre, où t'as toujours Nagui qui interrompt le gars, c'est insupportable, alors que Valérie, pour le coup, elle soutient vraiment les gens, elle leur donne des conseils, etc. Peut-être Nagui le fait aussi, mais on le ressent pas. Je crois que Nagui, en vrai, il est très bienveillant avec ses équipes, pour le coup. Mais ouais, mais du coup, ce jeu de mettre des bâtons dans les roues et tout, ça me perturbe et je trouve que ça casse l'ambiance détente et de proximité avec les gens, quoi. Et c'est dommage parce qu'en plus il y a pas vraiment de musique, alors que Couleur 3 ils s'amusent avec des musiques et tout. Je suis trop fan. Et puis il y a plein de jeux stupides, des blind tests où c'est les propres chroniqueurs qui parfois font la musique avec leur voix, tu vois. Et ça crée un truc vraiment très colo. Qui change. C'est des jeux jamais débiles. Et encore une fois, coucou les nouilles dans slip de TPMP. Je suis désolée. Je les voyais arriver quelque part loin derrière, mais je me disais, il y a un moment donné, ça va sortir. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc de... J'aime pas trop les grosses institutions comme ça, les gros mastodontes médiatiques, la télé d'Hanouna, les trucs France Inter ou Europe 1. Je sais pas si tu vois dans les... je pense dans les villes de province aussi, il y a ça, les grandes affiches où tu vois la tête de Thomas Soto ou de je sais pas qui anime la matinale d'Europe 1, ces vastes concours de beats sur... Ouais, non, j'y vais pas. Thomas Soto. Mais en plus, j'adore Thomas Soto. Il est sympa, Thomas Soto. Moi, encore une fois, c'est comme Bertrand Chameroy, je le connais pas, mais il a l'air vraiment sympa. Mais c'est ça, ils ont l'air un peu compétents, tous ces gens. C'est vrai. Ils sont pas là par hasard. C'est vrai aussi. Mais non, mais c'est plus le fait de les ériger en dictateurs nord-coréens sur les affiches. Ça manque. Je trouve qu'on manque un truc dans la radio parce que pour moi, la touchante de la radio, c'est l'intention qu'on glisse derrière la voix et pour le coup, ça se diffuse sur toute la bande FM. Voilà, c'était la chronique que je savais bien plus que les autres. Je la savais un peu dans ma tête. Parce que c'est un sujet qui t'habite peut-être aussi. Ouais, puis j'ai fait mon coming out entre guillemets sur Valérie Paco en la mettant des couvertures humour bonus. Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je m'en souviens, c'est elle du coup. Ouais, en plus je l'ai rencontrée et franchement la première fois que je l'ai vue, je suis Valérie et tout. Et je me contrôlais pas. Et non, c'est un délire. Je sais pas ce que j'ai. Mais peut-être j'ai envie d'être Valérie Paco en France. Je sais pas. Même si je sais pas. Ça a l'air bien en tout cas, vu comment t'en parles. Ouais, c'est plutôt, je suis fan de ouf. Un beau projet. Alors voilà, c'était la petite chronique. Je sais pas si t'as des réactions qui te viennent là-dessus, si t'as des émissions que t'aimes bien. Moi j'aime bien la bande originale, donc... mais super, tu vas pouvoir faire, je vais pas dire l'avocat du diable, mais... Non, ça j'ai arrêté. L'avocat du diable, ça m'a suffi. Mais en tout cas, défendre ceux que j'ai opprimés. On va faire. Non, déjà, c'est vrai qu'il y a des humoristes comme Marina Rollman. Moi, je la trouve absolument... elle est extraordinaire. Je trouve qu'elle est tellement fine, tellement intelligente. Tout est tellement bien écrit. J'aime vraiment beaucoup. Et ils ont plein, en fait, d'humoristes qui sont bien. Mais même au-delà du côté chronique, je trouve cette espèce de...
d'effets de bande, en fait, quand même, que Nagui a réussi à créer est assez intéressant parce que souvent dans les émissions, tu vois, même dans les matinales, t'as une ou deux stars et en fait, de la radio et l'émission tourne un petit peu autour de ces deux stars alors que je trouve, dans la bande originale, il y a quand même une distribution un peu des rôles. Il y a Leïla Kadour, il y a tout un tas de monde comme ça. Moi, j'aime bien leur ambiance. Je trouve qu'elle est... Elle est sympa. D'accord. Après, comme je viens de l'avocature, il en faut beaucoup, moi, pour me secouer. Donc, je me rends peut-être pas compte. D'accord. Non, mais effectivement, en plus, tu parlais de Leïla et tout, donc j'imagine que tu écoutes l'émission, pas seulement les chroniques. Moi, j'écoute que les chroniques des humoristes. Ouais, en fait, moi, j'écoute les émissions, mais souvent en replay. Ouais, parce que les matinales, soit je travaille, soit c'est je 11 dors. heures. Hein. Oui, c'est vrai, c'est 11 heures. Non, c'est même plus. Attends, c'est 11 heures ou c'est midi? Je sais plus. Je sais pas. Je sais que je l'écoute toujours en différé, donc je fais pas gaffe à l'heure que c'est. Mais ouais, moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont vraiment un esprit de groupe. Et je crois justement que c'est Nagui qui quand il choisit quelqu'un, l'intègre vraiment et l'intègre à sa famille, quoi. D'accord. Et puis il y a des running gags tout le temps. Mais c'est vrai, quand t'es à l'extérieur de ça, qu'est-ce qu'ils ont avec Daniel Morin, quoi. Ouais, mais c'est peut-être justement, tu vois, parce qu'il y a une bonne ambiance et parce qu'ils se connaissent autant, qu'ils peuvent se permettre aussi un petit peu de se tacler, de faire des petites vannes. Enfin, ça se trouve, en gros... C'était ma plaidoirie pour... Non, mais très bien. Non, mais très bien. En fait, ça se trouve, je dis ça, mais juste parce que j'ai envie d'être opposée à tout ce que l'audiovisuel français fait. Et je crois que j'ai une posture un peu comme ça. Mais il faut faire son mea culpa. Parce que, malgré tout, je les consomme, ces contenus. Et Couleur 3, si j'aimais pas autant, si j'avais pas été chercher en découvrant à travers Charles Nouveau, un humoriste suisse qui est venu à Paris, j'aurais jamais connu. Alors que France Inter, ils ont une force de frappe qui est incroyable. Tout le monde veut rentrer dans cet écosystème parce que ça permet de remplir ta salle, quoi. Ouais. Mais toi, t'aimes bien justement aller fouiller un petit peu sur... c'est ta ligne de conduite aussi, d'aller chercher là où on va pas forcément chercher les talents. Donc c'est pas étonnant non plus que tu te retrouves à écouter de la radio suisse. de Suisse romande. De Suisse romande. qui représente 2 millions de personnes. C'est les gens en Suisse romande. Je sais pas si on dit en Romandie. Je sais même pas comment on dit. Je sais pas du tout. Mais j'ai pas encore chopé les tics de le langage. Il y en a très peu au final. C'est beaucoup moins que les clichés qu'on peut avoir. Mais ils ont des expressions un peu... Ils disent 7 ans. Les expressions typiquement suisses. Ouais. Moi, mes frères... Enfin, j'ai 2 frères qui habitent en Suisse et qui commencent un petit peu au bout de 10 ans à choper des expressions comme ça. Je serais incapable de te les ressortir parce qu'elles arrivent et puis je me dis tiens, c'était un petit peu bizarre ce truc et puis ça repart. Ouais. Mais il y a des petites choses dans les intonations, mais c'est vraiment quand tu le cherches, quoi. Mais au final, on n'est pas sur un accent très très prononcé. Il y a un petit. Oui, voilà, c'est vraiment la petite nuance qui fait l'atout charme de la radio suisse. Et nous saluons la Suisse par la même occasion. Non, mais en plus, je me retrouve vraiment des fois à regarder des matinales. En plus, je les regarde sur des webcams et tout. En même temps, je regarde en vidéo. Donc, vraiment, il faut que je sois vraiment devant. Si je vois pas la chronique à la bonne heure du chroniqueur que je veux voir, si je la vois en différé, ça veut dire que je peux pas avoir la vidéo, donc je loupe des trucs. Ça, c'est intéressant, tu vois, justement, le fait que maintenant la radio soit filmée. C'est un truc qui est assez... je sais pas de quand ça date exactement, ça fait quelques années, mais c'est assez récent quand même de vraiment filmer toutes les émissions. Et je me souviens, il y avait François Rollin comme ça qui avait fait une chronique il y a quelques années en disant « Je ne suis pas d'accord, au moins quand je passe à la télé, on me maquille, j'ai un coiffeur, là c'est quoi cette lumière blafarde, d'où vous vous permettez de me filmer ?» Et je sais pas ce que j'en pense du fait que la radio soit filmée maintenant. En fait, le fait est que elle est filmée, mais pas dans les conditions de la télévision. C'est-à-dire que vraiment, les gens, ils sont détentes, ils font moins attention à leur apparence qu'en télé, même si nécessairement, finalement, ils sont obligés parce que ça va être vu. Mais on le ressent pas du tout. Mais tu vois, moi, on vient me choper à 7h du matin, alors que je suis là depuis 3h. Ouais, non, je peux comprendre. Dans l'optique de où tu es en station, ça peut être gênant, effectivement. Mais en tant que personne qui consomme... j'aime bien parce que, en plus, moi, tu demandais depuis quand c'est comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, sur les radios anglaises, je regardais Virgin Radio UK et BBC Radio 1, mais alors à une heure pas possible, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être côté anticonformiste,
mais je me levais à 5h du matin. Ah oui, donc c'était les mornings de 4h là-bas. Et je regardais d'eux comme ça sur les webcams, ils mangeaient des céréales. Et je kiffais, tu vois, j'ai l'impression que c'était ma famille, les gens. Et t'enchaînais ta journée comme ça En fait, j'étais à la fac, fac d'anglais, donc 4 heures de cours par semaine en M1. Voilà, c'était plus récent, mais j'ai dû faire ça l'été quand j'avais 3 mois de vacances. Donc, je faisais pas ça quand je devais aller à la fac après, ou quand je faisais des siestes après, tu vois. Voilà. Ouais, parce que 4 heures, c'est 4-5 heures, ça devient rude un peu. Hein. Ouais, mais en plus, je passais d'une émission à l'autre, mais ça me faisait kiffer. Et puis, c'est une décision que j'ai prise moi-même, en âme et conscience, à mes 17 ans. Truc de fou, quoi. Je n'ai pas d'explication, à part l'envie de faire autrement, de découvrir des gens que personne connaît, qui étaient déjà présentes. Qui étaient présentes. Qui étaient très présentes. Et qui est restée, du coup. Ouais, qui est restée. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. Hein. Même si on est passé de 5h du matin à 22h. Ouais, c'est ça, t'as complètement changé le fuseau horaire. Ouais. Mais je suis du matin, donc en fait, dans le milieu de la comédie, c'est très dur pour moi. T'es du matin. Ouais. Wow. Parce que j'ai grandi dans une ferme et du coup, j'étais réveillée en même temps que mes parents. Premier réveil, comme j'ai le sommeil léger, à 5h45. Ah oui, d'accord. Du coup, c'était pas dur pour moi de me lever à 5h du matin. Donc ça t'est resté... Ouais, et puis il y avait un petit truc clandestin, tu vois. Je me lève tôt, personne n'est au courant. Hein. Alors que bon, ils doivent entendre le réveil, puisqu'ils sont réveillés aussi, puisqu'ils vont traire après des vaches. Donc, bref, je ne sais pas. Mais je mettais mon casque, tu vois, pour pas que ça s'entende. Vraiment, comme un ado regarder un film porno, ou j'en sais rien. Ouais, pour moi, c'était moi, un j'écoutais délire. la radio. Ouais, devant des webcams et tout. C'est un peu pervers quand même. Tu regardes les gens... Oui, ça va, niveau perversion. Bon, ouais, voilà, on peut upgrader. Hein. T'es encore... Très bien, je peux aller plus loin. T'es très correct. Je peux aller jusqu'à 1h du matin. Et pour le coup, moi, à 1h du matin, je vais pas me coucher. Enfin, je vais me coucher à 20h hein, pour me lever à 1h du matin. Je vais pas faire rester éveillée jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 2h du matin, probablement, si ça dure 1 heure le show. Je préfère me coucher tôt et me lever dans la nuit. Voilà, c'est un choix, vraiment du matin. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est marrant. Donc on a dévié un peu, on va revenir sur les questions que j'ai préparées. En ce moment, il y a un courant de pensée, attention, pas Black Lives Matter, mais la radio est morte, vive le podcast. Qu'en penses-tu, toi qui écoutes en différé ? Bah oui, mais moi du coup ça change pas grand-chose. J'écoute la radio comme on écoute un podcast, donc alors au niveau des chiffres, j'aurais tendance à dire que c'est pas vrai quand même, parce que quand tu vois, France Inter, c'est pas forcément hyper représentatif parce que c'est tellement écouté, la matinale a énormément de succès, mais il y a quand même beaucoup de monde qui écoute la matinale, et mais même sur les autres radios, hein, je crois que pendant le confinement, c'était un petit peu un moment exceptionnel, mais les audiences radio ont explosé littéralement, quoi. Donc non, je pense que les gens écoutent encore la radio. Et après, le podcast, c'est pas exactement la même chose pour moi. Un podcast, en principe, t'as une thématique quand même. Donc c'est un type de personne qui va s'intéresser à tel podcast et qui va écouter tel podcast. Mais le podcast, je trouve, a moins une dimension universelle que peut avoir une tranche radio. D'accord. Donc je pense que les deux sont très compatibles et que l'un signifie pas forcément la mort de l'autre. Ouais, très bien. Et pour le coup, en plus, en France, ce qui a vraiment peuplé le monde des podcasts, c'est les replays radio. Plus que des conversations. Là, ça commence à venir un petit peu. Mais effectivement, avant, c'était les replays radio qui sont toujours en tête des écoutes, quoi, finalement. Parce que typiquement, dans la journée, tu peux pas forcément écouter quand tu es au bureau dans certaines professions, etc. Voilà. Ouais, oui, ça c'est clair que les replays font beaucoup du succès d'une émission radio, mais encore une fois, je te dis, je crois que les chiffres sont pas si mauvais sur l'écoute à l'instant T, quoi. Ouais. Donc, et en plus, de toute façon, si au final l'émission est écoutée, c'est pas très très grave, quoi. Enfin, je pense pas que ça ait des retombées incroyables pour les chaînes radio concernées. Ouais, mais en plus d'ailleurs le podcast c'est encore je pense un truc un peu urbain, tu vois, alors que la radio tu vas l'écouter en voiture de manière c'est-à-dire que dans les campagnes où déjà pour avoir internet parfois c'est un peu la galère, je suis pas sûre que tu ailles écouter ton podcast avec ta wifi qui fonctionne 1 fois sur 3, quoi. Enfin, alors que la radio, c'est peut-être compliqué aussi la radio, la campagne. Alors, typiquement,
quand je suis arrivée en Île-de-France depuis la Normandie, la pauvreté des stations radio FM que tu reçois est abyssale, quoi. T'as Énergie, France Bleu, Haute-Normandie. Tant qu'il y a Énergie, ça va. Mais justement pas, quoi. C'est terrible. Il faut arrêter avec Énergie, la musique de merde. Pardon, je vais m'énerver. Non, mais du coup, moi, quand j'ai découvert Radio FG, j'avais l'impression que c'était le futur, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, c'est de l'électro. Mais le fait de passer le panneau des Yvelines, directement, je mettais sur mon autoradio, je mettais le numéro 1, parce que je l'avais programmé de 1 à 6, et le 1, c'était Radio FG, mais je pouvais pas l'écouter. Donc dès que je passais ce panneau, c'était la liberté, quoi. J'ai l'impression d'entrer dans un monde de pollution, mais alors de radio. Mais de radio, alors ça allait. Mais tellement. Mais en plus, mon kiff, c'était vraiment en voiture de faire défiler toutes les radios disponibles et tomber sur une radio improbable où il y a une musique cool ou un truc un peu bizarre et me dire mon Dieu, le futur, il y a des gens qui nous parlent, il y a plus de 3 personnes ici. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, moi je me souviens, encore une fois, la radio, quand je l'écoutais avec mes parents, quand tu es sur l'autoroute et que tu pars en Bretagne, nous on allait très souvent en Bretagne, il y a un moment donné où la radio que tu écoutais, d'un coup tu la perdais, quoi. Ouais. C'était en Bretagne. C'est ça. Du coup. C'est ça. Je me souviens quand tu passes le panneau Seine-Maritime qui se met à pleuvoir comme dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, et la radio qui passe plus. Terrible. Surtout le tunnel de la Grand-Mare à Rouen, il n'y a plus que France Bleu Haute-Normandie qu'on capte, et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Enfin, non, c'est terrible pour ces problèmes de riches, quoi. Faut dire ce qu'il y a. C'est terrible. Non, mais c'est une inégalité sur les territoires nulle. Et moi, je rêvais de la RNT, la radio numérique terrestre, qui est l'équivalent de la TNT, qui est jamais venue. Ah mince. Bah ouais, parce qu'en fait, avec Internet, tu peux tout écouter. Mais quand t'as pas Internet... Ouais, voilà, quand la Wi-Fi passe pas. Mais c'est ça, et puis avec toutes les zones blanches, ils ont Montagne FM, comment ça se passe? Pigeon voyageur, enfin bon, je vais pas parler des lieux que je connais pas, mais effectivement, c'est triste dans certains cas que tu puisses pas écouter ce que tu veux. Il faut de la liberté, il faut pouvoir écouter n'importe quelle émission télé, n'importe quelle émission de radio, peu importe où tu es dans le monde, on s'en fout des frontières. Je suis un peu énervée. Non, mais voilà. Est-ce que, là, tu as parlé de la bande originale, est-ce que tu as une station que tu aimes bien ou un animateur Un animateur, pas particulièrement. Ouais. Je vais pas te dire Nagui pour pas t'énerver. Non, mais en plus, j'aime bien Nagui. Même dans les années 90, je me faisais délirer à la télé. En fait, moi, Nagui, c'est le personnage vraiment que je trouve hyper intéressant parce que c'est un type qui est à la fois producteur, qui fait de la télé, tu te dis le matin, il passe à sa boîte de prod, ensuite il va à la maison de la radio, il enregistre la bande originale, l'après-midi, il t'enregistre 15 émissions ça, c'est un truc, tu vois, pendant le confinement, je trouvais ça dingue. Qu'il y avait toujours des émissions de N'oubliez pas les paroles à la télé. Et il y en avait, mais je sais pas, 50 000, tu vois, qui étaient enregistrées d'avance. Et c'est plutôt le côté bête de travail et hyper polyvalent que je trouve assez... pas forcément homme de radio, même si il a vraiment commencé par la radio. Et je crois que pour le coup, c'est un vrai passionné de radio. Mais de voir à quel point il est polyvalent et infatigable, surtout. Moi, je me fatigue assez vite, donc je me dis, mais... Qu'est-ce qu'il mange, tu vois, quel est le régime alimentaire de Nagui? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça n'a pas forcément de rapport avec le podcast aujourd'hui, mais je trouve ça... je suis assez admirative de voir un type comme ça qui a quand même pas mal d'années de boulot dans les pattes et qui continue à avoir une énergie aussi ouf. Ouais, c'est clair que lui, il est connu pour ça, pour cette force de travail. En vrai, je vais faire mon mea culpa... À part le fait qu'il interrompe les chroniqueurs, j'ai rien contre lui. Vraiment. Parce que je me rends compte que je sais pas si c'est le côté avocate qui s'est dit allez, je vais défendre Nagui. Non, mais t'as bien fait parce que là, je viens de me rendre compte. Mais en fait, j'ai attaqué sauvagement Nagui, alors qu'en vrai, ça aurait été n'importe qui d'autre qui coupe le chroniqueur, ça m'aurait énervé de la même façon. Quoi. Si ça avait été Hanouna, je ne sais pas, mais. Il doit le faire, je sais pas, je suis très peu... je regarde assez peu, j'avoue. Non, mais TPMP, c'est un autre truc, quoi. Moi, Cyril Hanouna, je l'aimais beaucoup quand il faisait l'Eurovision et tout. Parce que oui... Ça nous rajeunit pas, ça. Et oui. J'ai vu une vidéo récemment où
il défendait Patricia Cass parce qu'elle était première des bookmakers et il était anéanti parce que... Ah oui. Et j'invite les gens à écouter l'épisode spécial Eurovision qui va venir. Parce que je suis fan aussi de l'Eurovision. Patricia Cass, ça me dit quelque chose à l'Eurovision, mais c'était il y a 10-15 ans, un truc comme ça, non? Je sais pas. Ouais, je sais plus exactement la date, ouais. C'était en 2009, peut-être? Je ne sais pas. C'est le truc... la date m'est venue trop vite. Mais c'était il y a longtemps, en tout cas. Ouais. C'était il y a plus de 10 ans, je pense. Je me souviens, c'était le moment où je m'étais dit, waouh, ils amènent quand même des célébrités. Peut-être ils ont un peu d'ambition, finalement. Ah, bah on se donnait les moyens, fut un temps. Hein, mais remarque, la chanson de Tom Leb, elle était pas folle. Ouais. Alors, typiquement, ma chronique va parler de ça. Donc vraiment, loupez pas ça. Ne loupez pas Tom Leb, la chanson. En plus, je l'avais vu avant en spectacle, Tom Leb. Donc j'avais un précédent sur lui. En spectacle, en tant que chanteur ou en tant que... En fait, dans son duo Kevin et Tom, il y a beaucoup de chansons. Et c'est là où j'ai découvert... c'est de la folie, en fait. C'est deux mecs qui sont des piles électriques et à un moment donné, il y a un moment chanson. Voilà. Je le connais pas. Je le connais comme acteur parce que je sais qu'il avait joué dans Edmond. Ah oui. À la version ciné de Edmond. Et je l'avais trouvé très bon acteur. Mais bon, bref. Très bien. Tu sens... Ne spoilons pas l'épisode Eurovision. Mais teasons-le parce que il va être incroyable. J'ai tellement hâte, ça va être le dernier, ça va être en apothéose. C'est feu d'artifice. J'adore trop ce truc-là, encore plus que la radio. Ah ouais. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On en saura plus la prochaine fois. Ok, donc on va un peu parler de la voix maintenant. Pour moi, la radio, c'est un mélange entre programmation musicale et ode à la voix. Est-ce que tu peux nous parler du pouvoir de la voix? Et je dis le pouvoir de la voix parce que j'ai ramené un livre de Jean Abitbol. J'ai ramené un livre que je n'ai pas lu, d'ailleurs. Qui est un livre... Juste pour m'humilier. Non, mais en fait, je pense que tu ne l'as pas lu parce que c'est un livre vraiment pour le grand public et pas pour les experts de la voix. Pour les gens qui sont curieux sur la voix, qui trouvent ça beau. Moi, je l'ai acheté parce que la voix, c'est le truc numéro 1 qui me séduit chez quelqu'un. Donc, ce qui est logique, du coup, d'où ta passion pour la radio. Exactement. Bah, la voix, c'est vrai que la radio, ce qu'il y a d'intéressant dans ce rapport avec la voix, c'est qu'en fait, tu te crées tout un imaginaire sur la voix que tu entends. Je sais qu'à l'époque, moi, quand j'écoutais la radio et qu'il n'y avait pas encore les émissions qui étaient enregistrées et télévisées, bah, tu imagines en fait à quoi ressemble la personne qui est en train de te parler, comment elle est dans la vie. Enfin, il y a vraiment c'est le pouvoir de l'imagination, la voix. Donc en ce sens, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais pas ce que j'en pense de la radio filmée ou quoi, parce que tu perds du coup en voyant les images, tu perds de ce pouvoir des belles voix. Je me souviens par exemple des émissions de Pascal Clark. Enfin, moi, j'aime beaucoup la voix de Pascal Clark. Je trouve c'est vraiment une superbe voix. Alors que quand tu la vois telle qu'elle, elle est assez banale, en fait, comme femme, tu vois, mais elle avait une voix incroyable. Et la première fois que j'avais vu Pascal Clark, c'est pas très gentil, mais je me dis, ah, bon. Elle avait tellement une voix extraordinaire que... Et... Bah, du coup, c'est juste quelqu'un de normal, tu vois, dans la vie. Donc, mais du coup, sa voix en imposait tellement que oui, mais sa voix, elle était même plus que... Enfin, je sais pas, elle était à la fois douce et en même temps affirmée. Enfin, il y avait vraiment... voilà, j'aime beaucoup la voix de Pascal Clark. Bon, toi, t'as l'Eurovision. Moi, j'ai la voix de Pascal Clark. Mais très bien. Et c'est vrai que la voix, bah oui, ça a un pouvoir qui est assez impressionnant. Mais alors, à la radio, moi, il y a un truc que je trouve... qui est assez difficile, c'est la gestion justement du micro. Tu vois, ouais. T'es quand même très très dépendant ta voix du micro, et je trouve ça assez drôle de voir à quel point t'as une prosodie en fait de la radio. T'as vraiment des intonations, t'as un rythme, t'as un débit de parole qui est très très accéléré. Moi j'ai un copain qui bosse comme ça sur France Culture. Sa voix dans la vie est pas la même que quand tu l'entends le matin faire sa chronique, quoi. Il y a vraiment une voix de radio, il y a un type de voix de radio qui est très particulier et qui évolue en fait avec les années, parce que quand tu regardes dans les années 40 par exemple, moi je sais pas, j'ai dans la tête, tu vois, peut-être pas la radio, mais les documentaires où on te parlait avec une voix nasillarde, genre on voit tous plus ou moins, tu vois, des documentaires en noir et blanc avec des voix comme ça. Et tu te dis pourquoi ça a évolué comme ça. Il y a des codes en fait qui correspondent à des périodes de
ouais, je pense de 20 ans, 30 ans à chaque fois. Enfin, les voix évoluent, en fait, avec la société. Un peu comme la langue peut évoluer de la même manière. Oui, effectivement. Ouais, mais typiquement, les voix d'archives que des Guy Lux, des trucs comme ça, c'était vraiment différent, quoi. Léon Zitrone. Ouais, Léon Zitrone, c'est ça que je cherchais comme nom. C'est fou. Les gens parlaient comme ça dans la vraie vie ou c'est... C'est ce que je me demande, parce que même quand tu vois... Alors moi, je m'intéresse un peu aussi aux grands discours, tu vois, qui du coup dépassent un petit peu le cadre de la radio, mais par exemple, quand t'entends Malraux faire des discours, tu te dis, mais... C'était ça, sa voix. Enfin, il n'empêche que les discours sont magnifiques, mais il y avait vraiment un truc presque chevrotant, en fait, dans la voix. Et ouais, je me demande, est-ce qu'il parlait comme ça dans la vraie vie? Bon, c'est un peu compliqué de le savoir. Je pense que c'est quand même un peu surjoué. Oui, il y avait peut-être un style, tout comme il y avait un style des acteurs de théâtre au début du XXe siècle, tu vois, qui jouaient d'une certaine manière, un petit peu en poulet, un petit peu en faisant trop, alors qu'aujourd'hui, on est vachement sur un style plus naturaliste, on va dire, plus proche de la réalité. Ouais, d'ailleurs, ces trucs-là ont tendance à me hérisser le poil. Je trouve ça insupportable. De quoi ? Les vieilles voix comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et il s'entend, le con, là. C'est terrible, parce qu'il n'est pas con du tout. Il fait exactement ça. Et au final, quand tu écoutais les images d'archives d'autres journalistes, d'autres personnalités, tu retrouvais ce même ton tout le temps, le même institutionnel, de l'ERTF, je ne sais pas. Oui, c'est ça, mais ils avaient tous le même type de voix en fait, à l'époque. Ça devait être la formation. Au final, on dit ça, mais quand tu regardes les reportages avec les voix, c'est Max Lemire, l'humoriste, qui imite ça pas mal. Il y en a plein d'autres qui, à mon avis, font ça. Je ne sais pas si tu vois, dans tous les sujets de documentaires, je ne saurais pas imiter. C'est le problème. Mais si, mais je vois. Sur la plage... c'est le cartel des machins. Je fais très très mal. Mais allez voir Max Lemire, il le fait très très bien. Et ça devient un gimmick en humour et tout. Les gens commencent à parler comme ça, à faire des blagues là-dessus, sur le fait que... parle normalement, mec. T'es pas obligé de saccader 8 fois ta phrase avec un ton qui ne ressemble à rien, quoi. Bon, voilà. Et qui sort du truc radio, quoi. Tu fais... c'est très sérieux ce qu'il dit sur les glaces à la plage, avec Bernard de la Villardière en fond qui cherche les prostituées ou je sais pas quoi. J'ai une image de la télévision qui est... Je sais pas, et là du coup la façon dont tu as décrit la scène, moi j'imagine Bernard de la Villardière avec sa loupe, tu sais, sur les plages en disant mais où sont les prostituées? Voilà. Non mais je m'attendais pas à parler de ça, mais voilà, j'ai beaucoup baigné dans la télé aussi quand j'étais plus petite et j'ai vu des choses. Mais j'ai pas regardé, je sais même pas comment ça s'appelait l'émission de Bernard de la Villardière. C'est juste... C'était sur M6, mais pareil, je vois de quoi on parle. Exclusive, ouais, ça doit être ça. Je vois de quoi on parle, mais je vois pas le nom de l'émission. Très bien. Bon, c'est pas le sujet, et ça ne sert à rien, mais les gens peuvent aller checker avec YouTube. Ils savent. Déjà, s'ils ont trouvé notre podcast, je pense qu'ils n'ont aucune difficulté à trouver Bernard. Et c'est ça. Autre question, comment peut-on s'entraîner à avoir une voix de radio ou une voix... qui soit agréable à écouter de manière générale? Alors la voix, déjà, il faut savoir que c'est un muscle. Donc effectivement, ça s'entraîne, ça se travaille. Tout dépend en fait de la configuration dans laquelle tu parles. Par exemple, si tu parles, je sais pas, dans une salle... Imaginons un théâtre, par exemple. Ouais. Un théâtre avec un acteur qui n'aurait pas de micro et qui doit projeter sa voix. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ta voix, elle doit partir du ventre pour justement être bien projetée. Il faut vraiment que tu vises le dernier rang, en fait, vraiment avec l'air. Mais c'est une question d'air, c'est pas une question de tirer sur les cordes vocales, parce que sinon tu vas te retrouver à crier et c'est pas très très agréable de se faire crier dessus, surtout quand t'es au premier rang, quoi. Donc ouais, c'est une question de gérer sa respiration. Alors après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est chiant, hein. On va pas se le cacher. Ça peut être long à expliquer. Ça peut être long à expliquer, ça peut être long à travailler surtout parce qu'en fait, il faut que tu... typiquement, tu as des exercices, tu vas où tu fais rentrer l'air, sortir l'air, des trucs où tu fais machin. Et en fait, il faut que tu sentes vraiment le flux d'air qui passe par le ventre. Donc voilà, c'est des trucs qui sont un petit peu compliqués, mais c'est vrai qu'à la radio, la question se pose beaucoup moins à partir du moment où il y a le micro, où là c'est plus un travail, je pense, de modulation de tes cordes vocales, d'essayer déjà de trouver
est-ce que tu veux avoir, tu vois, je sais pas, une voix un peu plus chaude, un peu plus machin, ou est-ce que tu sais que de base, tu as une voix qui est assez fluette et tu veux jouer un petit peu là-dessus. Chacun fait avec ce qu'il a de base, mais je pense que c'est ça le truc pour trouver ta bonne voix de radio, c'est savoir déjà ce que tu as, toi, quelle est ta voix, quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses, et ensuite travailler pour obtenir quelque chose qui cale un petit peu avec... la radio, c'est quand même souvent des voix... des voix un peu de velours, un peu... Tu vois, Patrick Cohen, par exemple, qui je trouve a une très belle voix de radio. Bon, bah, c'est une voix un peu basse, un peu... velours, je trouve. Ouais. Je sais pas si c'est pas vraiment un adjectif, une voix velours. Mais une voix de velours, ça se dit. Une voix de velours, ça se dit. Ça se dit, ouais. Non, mais je vois très bien. Je vois très bien. Et y en a un que j'aime pas trop, pour changer. Alors. Mais en fait, il y en a qui adorent, c'est le gars qui fait Affaires sensibles. Mince, j'ai pas son nom en plus. Enfin, vraiment, je le respecte pas, mais à double. Oh là. Non, mais enfin, je le respecte pas en ne sachant pas son nom, c'est plus en sens. Attends, Affaires sensibles. Et en fait, il y a plein de gens qui adorent, mais c'est pas un type qui avait sorti un disque à un moment donné. C'est pas Christophe Ondelat, c'est un autre. Justement, parce que je crois qu'il y a eu 2 personnes, mais Frédéric quelque chose, bon, peu importe. Mais en fait, il a une voix tellement particulière, c'est fou, quoi. Et ça crée du charme autour de cette voix. Mais je trouvais que c'était une Mais voix... tu le détestes quand même. Ouais, parce que, en fait, vu que j'ai vraiment une passion clivante sur les voix, plus ou moins, là, je crois que le problème qu'il y a, c'est que je pense que c'est une voix qui est destinée à être sensuelle, mais pour des gens de plus de 40 ans. Ah oui. Et du coup, je fais c'est dégueulasse. Alors qu'en fait, c'est vachement bien fait. Franchement. C'est très injuste pour les gens qui ont plus de 40 ans. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est vrai que la radio aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est chaque émission vraiment à son ton et à son public, finalement, son ambiance, et qu'il faut réussir justement à s'adapter. Moi, je me souviens d'une émission comme ça où j'avais été aussi invitée, toujours pour à voix haute. C'était une émission sur une chaîne qui s'appelait O5. Donc oui, je connais. Voilà. Je dis ça, ils étaient très très sympas. C'était Émeric Berco qui la présentait. Et donc, moi, j'arrive là-bas. Donc, c'est une émission, c'est une chaîne, disons, qui a une ambiance très, très urbaine, très street, très américaine. Donc, absolument pas moi, quoi. Et sur le moment, je me suis dit, ah ouais, merde, il faut quand même que je trouve un petit peu un moyen pour... T'as mis une casquette de rappeur, hein? Non. Je suis arrivée en jogging avec mes requins. Non, pas du tout. Non, mais juste... non, je me suis pas vraiment adaptée, mais juste j'ai adapté plus les anecdotes que je racontais par rapport au tournage du documentaire pour un petit peu coller à l'image de l'émission. L'émission était très sympa, le tournage était très sympa, les gens étaient vraiment très très sympas, mais juste sur le moment je me suis dit ah oui merde, c'est vrai que c'est O5 quoi, c'est peut-être pas totalement moi. Ouais, c'est marrant, O5, je suis tombée dessus en zappant, et musique électronique, clubbing et tout. Je fais waouh, c'est génial cette chaîne. Mais je n'ai plus jamais regardé depuis. Mais le fait d'avoir une chaîne gratuite, du câble et tout, j'étais refaite. Voilà. C'est mon côté, j'ai été obligée de regarder TF1 tous les soirs quand j'étais petite, parce que mes parents ils regardaient que cette chaîne, j'avais pas le droit de regarder autre chose. Mais pourtant il y a Nikos sur TF1. Ouais, franchement, les Energy Music Awards, c'était propre. Mais 2003, on s'en souvient, avec Anthony Cavana qui arrivait et tout. Attends, j'ai pas cette anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé Rien de spécial, j'étais juste contente. Je trouvais ça ouf. Qui est Anthony Cavana Ouais, je trouvais ça moderne et tout. C'était drôle. Il avait une énergie et tout. Un nouveau comique. Alors qu'en vrai... Ah, tu veux dire son spectacle ou Non, en fait, il était... Je sais pas s'il commentait ou quoi, mais le fait de le voir, tu vois, ça changeait de toujours un peu les gens plan-plan. Tu sais, après Patrick Poivre d'Arvor, ça change un peu le délire, quoi. Ça aurait été bien que Patrick Poivre d'Arvor présente les Energy Music Awards. Complètement. Mais le gars d'Affaires sensibles, il a une voix un peu comme celle de Patrick Poivre d'Arvor. D'accord. Ouais. Qui est de toute manière beaucoup plus belle que ma voix. Quand je critique les gens qui ont des voix et tout, lui, c'est typiquement une voix un peu chevrotante, un peu à l'ancienne, Poivre d'Arvor. Ouais. En fait, j'ai découvert tellement jeune que j'avais pas du tout le truc
séduction et tout ça, de vieille ou je ne sais quoi. Oui, mais après la séduction, le problème de Patrick Poivre d'Arvor, c'est qu'il y a l'image qui vient quand même très vite avec et que, je pense qu'on était très très jeunes, on n'était pas le public cible de la séduction de Patrick Poivre d'Arvor. C'est clair. Ou de Claire Chazal. Claire Chazal, je trouve que c'est une belle femme quand même. Ah oui, non, bien sûr. Mais y a plus que Patrick Poivre d'Arvor. Oui, c'est sûr que Patrick Poivre d'Arvor n'est pas une belle femme. J'adore l'idée de les mettre en face à face, non binaire. Et là, on va dans un truc où je veux pas aller. Donc... D'accord, pas bien. Parce que je n'y connais rien. Tu me dis si je dévie trop. Hein. Non, mais non, on dévie pas du tout. Hein. Franchement, il faut écouter les autres épisodes, ça dévie un peu plus. D'accord. Dans certains cas. Ah oui, du coup, on en parlait un tout petit peu avant de venir. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a d'un côté la peur du téléphone ou des interphones, quand même. Oui. Les interphones. Mais de l'autre, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire entendre leur voix à travers les podcasts ou même entendre leur voix à l'écrit avec Twitter, tu vois. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais à ton avis, pourquoi la voix et l'acte de s'exprimer cristallise autant à notre époque? C'est une question un peu méta, mais... C'est une question qui est très intéressante, qui nécessite beaucoup de réflexion. Ouais, non, parce qu'il y a un vrai engouement pour la prise de parole de manière générale. Moi, je le vois depuis 5-6 ans, je pense. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à faire des concours d'éloquence, parce que c'est comme ça que je suis venue un petit peu à la prise de parole, c'est quand j'étais en fac de droit. J'avais fait déjà pas mal de théâtre avant, mais je me suis inscrite à un concours d'éloquence. Puis bon, je l'ai gagné, j'en ai fait plein d'autres et tout machin. Ensuite, je les ai organisés et franchement, sans te mentir, je pense que quand j'ai fait mon premier concours d'éloquence, on était peut-être 10% de femmes à s'être inscrites. Et moi, je m'étais absolument pas posé la question, tu vois, je m'étais dit, tiens, ça a l'air un peu moins chiant que tout ce que je fais, que tous les cours qu'on m'enseigne, donc je vais essayer, je vais tenter ma chance. Mais par exemple, les femmes se présentaient beaucoup moins à des concours d'éloquence que les hommes. Alors que maintenant, quand je vois les concours d'éloquence que je vais juger, il y a presque plus de filles que de garçons. Et je pense qu'il y a un engouement du fait que les gens s'aperçoivent que prendre la parole, en fait, ça libère pas mal de choses. Il y a un pouvoir un peu, c'est pas curateur, mais thérapeutique. Thérapeutique, ouais, voilà. Il y a un pouvoir thérapeutique de la parole, en fait, quand tu arrives à mettre des mots sur une situation, quand tu arrives à t'exprimer, à exprimer ce que tu ressens, en fait, ça dénoue beaucoup de choses. Et puis aussi, la parole, c'est quelque chose, en fait, de très injuste, mais dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui sait bien s'exprimer va être plus écouté que quelqu'un qui ne sait pas du tout bien s'exprimer ou qui est complètement sclérosé à l'idée de prendre la parole. Et donc je pense qu'il y a aussi un engouement par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que finalement c'est, alors ce qu'on appelle, j'aime pas le mot, mais c'est ce qu'on appelle un soft skills, tu sais, vraiment c'est devenu nécessaire en fait d'apprendre à bien gérer une prise de parole, tout comme on considère ça nécessaire, tu vois, je sais pas, de savoir faire des tableaux Excel, de gérer PowerPoint ou quoi, enfin dans le monde de l'entreprise par exemple, ça devient de plus en plus nécessaire. Et dans le monde de tous les jours, je pense que c'est malheureusement ou heureusement, je trouve ça plutôt bien, mais c'est primordial en fait de bien savoir s'exprimer. Ah, je comprends, ouais. J'ai ma dernière manager qui m'a dit, c'est très marrant parce que toi tu t'exprimes extrêmement bien à l'écrit, mais à l'oral il n'y a plus personne. C'est pas vrai, je te trouve très dur avec toi-même. Non mais c'est son propos à elle, mais il faut remettre en contexte, c'est dans une entreprise où elle était là pendant 15 jours et après elle était en arrêt maladie, donc mon intégration s'est pas bien passée. Oui, effectivement. et du coup, en plus j'avais une expérience professionnelle avant qui s'était mal passée, et encore avant qui s'était mal passé. Donc je commençais un peu à perdre confiance en moi professionnellement, et donc moi l'entretien d'embauche, je tremblais tellement que j'ai renversé mon verre, quoi. À l'idée de parler, du coup non, à l'idée de boire dans le verre. Non, mais ça me terrifiait. Mais par contre, effectivement, parler en réunion, moi j'ai beaucoup de mal. Et parler, là on est face à face, donc c'est facile, mais parler dans un groupe, j'en ai parlé dans l'autre podcast sur les gens, c'est vraiment un truc où j'ai du mal à... Voilà, en fait, je pourrais rester dans un coin et passer la soirée sans rien dire, tu vois. Ça, c'est ma zone de confort de base, quoi. C'est comme ça que j'ai grandi. Mes parents qui travaillaient toute la journée faisaient que
il y avait personne à la maison avec qui parler, tu vois. Ma grand-mère, elle avait Alzheimer, donc elle me demandait toutes les 5 minutes si elle voulait jouer, si je voulais jouer au domino avec elle. Donc, c'était un peu ça, mes interactions sociales jusqu'à un certain temps. Donc, je pense que je me suis pas développée normalement sur le... Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, par exemple, j'ai eu des étudiants à Eloquentia dont une, je m'en souviens, qui pleurait quand elle prenait la parole. Ah oui. Et elle s'était inscrite justement en disant je peux pas continuer comme ça, tu vois. Enfin, c'est quand même très très handicapant d'arriver au point où quand c'est même pas des questions de stress ou de je tremble, tu vois, c'est elle pleurait. Ouais. Et à force, alors faut être pédagogue et tout, mais à force de faire des exercices et un petit peu de développer tout ça, elle est arrivée, je crois, en quart de finale du concours et elle a parlé devant 300 personnes. Ouais, donc ça a dûu être une grosse fierté pour toi. Et c'était à la fin, je me souviens, elle s'est retournée, elle a regardé comme ça la salle et elle a fait oh, c'est fou. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment y aller, y aller doucement, quoi. Faut pas directement, je pense, casser ta zone de confort, parce que la zone de confort, c'est quand même un peu ce qui te construit, et du moins c'est là où tu te sens bien. Donc il s'agit pas d'aller sauter à pieds joints à un moment donné pour prendre la parole devant 2000 personnes au Palais des Congrès, tu vois, mais petit à petit, même des gens qui sont extrêmement timides, tu peux les amener à prendre la parole quand ils ont l'impression qu'ils maîtrisent et qu'ils ont 2-3 trucs, quoi. Ouais, moi je sais que ce qui m'a aidé, c'est la fac d'anglais. Je suis sortie de ma campagne, je connaissais plus personne. Donc du coup, j'avais plus l'ambiance un peu pourrie, de moquerie, de trucs. Et j'avais un tuteur d'anglais, un assistant, voilà. Il venait d'Édimbourg et tout, et j'étais fan de lui. Mais vraiment, les gens, ils pensaient que j'étais amoureuse de lui. J'ai acheté le même t-shirt que lui et tout. J'ai lancé des délires autour de ça. Et en fait, moi, c'est à partir de là que j'ai réussi à m'exprimer plus, parce que tu vois, ça me motivait un peu plus de participer à son cours. C'était détente. Il avait 23 ans, et 17. Et donc, du coup, pour le truc de tomber amoureuse, c'était pas la bonne idée. Et c'était pas le cas, mais tout le monde me trouvait amoureuse, alors qu'en vrai, c'était juste qu'il m'élevait un peu. Et il me permettait de sortir un peu de mon cocon, de mon introspection permanente, ou ne pas parler, mon introversion permanente, pardon. Et du coup, c'est petit à petit, au fil des rencontres, ça aide pas mal. Et trouver les trucs qui te bloquent, c'est important aussi, quoi. Qui te bloquent ? Ouais. Oui, c'est savoir ce qui te pose problème, en fait. Ouais, c'est ça. Ça permet d'identifier un peu ce qui te dérange. Ouais, parce que quand t'es petit et qu'on te dit faut pas dire ça, faut pas faire de bruit et tout, c'est des trucs à pas dire, hein, dans certains cas. Enfin, j'y connais rien en pédagogie. C'est pas pour les enfants, parce que la pédagogie pour les adultes, c'est l'andragogie, donc en pédagogie. Et non, mais c'était vraiment une frustration pendant super longtemps, mais maintenant ça va mieux, quoi. Parler, en fait, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais quand tu parles à quelqu'un, et le corollaire, c'est d'écouter, en fait. Ouais. Et quand tu commences en parlant justement à des gens qui t'écoutent, et que tu sens que tu peux être écouté, ça te permet aussi de gagner un petit peu de confiance en toi, et ensuite d'aller essayer de parler à des gens qui peut-être t'écouteront un petit peu moins, mais maintenant que tu sais comment faire pour tenir l'attention des gens, ça fonctionne un petit peu mieux. Et en fait, je pense qu'il faut y aller par petit à petit, quoi. Ouais, et puis tu fais du stand-up. Moi, j'en ai fait 3 scènes juste pour me lancer ce défi. En fait, je fais des défis petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un exercice très différent de tout le reste. Le stand-up ou la prise de parole ? Le stand-up par rapport aux autres formes de prise de parole. Ouais, c'est différent, et en même temps, je sais pas, moi le stand-up comme je l'envisage, c'est ce qui m'intéresse dans le stand-up, en fait, c'est de dire quelque chose. Enfin, tu vois, j'aime bien les stand-uppers qui ont un message, même si tu le vois pas tout de suite, tu vois qu'il arrive au bout de quelques temps, mais qui ont un message. C'est-à-dire que typiquement les blagues sur Ikea et compagnie, bon, et en fait, en ça, le stand-up, je trouve, se rapproche pas mal quand même de la prise de parole, parce que derrière, ce qui est intéressant, c'est surtout de ne pas parler pour ne rien dire. Et donc je trouve quand même que après il y a des techniques les techniques sont très très différentes, ça c'est clair. Le stand-up c'est beaucoup plus direct
que peut l'être un discours, tu vois, que tu vas, je vais pas dire déclamer, parce que déclamer, il y a une petite connotation un peu chiante, mais que tu vas dire devant plein de monde, ou même les conférences, tu vois, les trucs format TEDx et compagnie, c'est pas du stand-up, quoi. Le stand-up est plus immédiat, il est un petit peu plus rentre dedans. Mais il y a des trucs qui se rapprochent quand même, je trouve. Ouais. Et toi, du coup, quand tu t'es mis au stand-up, quelles étaient les difficultés que tu as pu rencontrer au début Le micro. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Le micro, parce que moi j'ai l'habitude en fait de parler, déjà je sais comment projeter ma voix, donc quand je fais des concours d'éloquence, des trucs comme ça, c'est quand je suis jury, je parle devant des salles de 500 personnes où j'ai pas de micro. Donc je parle énormément avec les mains dans la vie de tous les jours, et quand je me suis retrouvée la première fois avec un micro comme ça, je me disais mais j'ai une main que je peux bouger et l'autre je peux rien en faire, donc déjà ça me bloquait un petit peu dans ma gestuelle. Je sais que dans les premières scènes j'étais très bloquée parce que j'avais perdu en fait mes repères. Et ouais, c'est le micro, moi, qui m'a vraiment... je commence un petit peu, là, à me sentir mieux avec le micro, à l'apprivoiser, mais au départ, j'étais là... C'est drôle parce que les stand-uppers puristes, ils sont au contraire, dès qu'ils n'ont pas de micro, ils sont perdus, ils se sentent nus. Ouais, mais ça, c'est des gens qui ont appris de base avec un micro. Moi, comme je viens d'un autre... Enfin, que j'ai un background derrière de prise de parole sans micro, eh ben, ouais. Ouais, et l'inverse existe aussi, typiquement Marion Mézadorian qui a été invitée au premier épisode. Elle n'utilise pas de micro, et elle utilisait sa voix. Je me souviens au One More Joke, à l'époque, quand c'était à la rue de la Folie-Méricourt, elle y allait sans micro, vraiment que sa voix, quoi. Et le micro, elle n'aimait pas non plus. Parce qu'elle a formation de théâtre, elle sait porter sa voix, mais elle fait pas du stand-up. Et puis elle fait des personnages, elle aussi. Exactement, ouais. Et avec les personnages, t'es bloqué en mouvement, faut un micro-casque, etc. Donc, c'est un truc bien ou mal en fonction de ce que tu veux faire. Ouais, je pense que ça dépend énormément de ton style et de ce que tu veux développer. C'est clair que pour des personnages, le micro, t'as la moitié de ta gestuelle, enfin, tu perds un bras, quoi. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant. Après, c'est comme tout, je pense qu'on s'y fait, tu finis par être à l'aise, et je sais que maintenant ça va mieux avec le micro. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait un podcast avec Tristan Lucas, et le micro, fallait que je le tienne. Il était ultra lourd. Enfin, moi, je sens vraiment le poids du micro, c'est insupportable. Et c'est handicapant de fou, en fait. C'est un truc... t'y penses pas, mais quand tu te retrouves en face de lui, moi je sais qu'il me fait peur en plus. La troisième et dernière scène que j'ai faite, j'arrivais pas à le décrocher en plus. Ah, la salaud. Manu Bibard, il l'avait bien remis et tout. Salaud de micro. Mais j'aurais dû lui dire, j'ai pas de force. Et vraiment, je suis restée pas une demi-heure, 15-30 secondes à tout essayer pour le ressortir, quoi. C'était insupportable. Et c'est des secondes qui te paraissent des minutes et des heures, en fait. C'est clair. Là. Je me disais, mais je crois que je vais demander à quelqu'un du public de m'aider, parce que ça commence à se voir, là. Mais ça crée un truc marrant, parce que du coup, quand t'as du stress, les gens, ils sont en empathie. Enfin, faut pas en avoir trop, je pense. Mais oui, il faut en rire, faut réussir à retomber dessus en disant, je sais pas, tu fais une vanne sur le fait que t'arrives pas à décrocher ton micro... Ou que Manu Bibard est quelqu'un d'excessivement musclé. Mais en plus, ouais, c'est un bâton, quoi. Désolée pour lui, je l'adore en plus. Mais les gros bras de Manu Bibard ont trop bien vissé le micro. Exactement. Je savais pas qu'on irait jusque-là. Mais il est très grand, hein, donc franchement... Il est peut-être très musclé, juste on le sait pas. Et la force, c'est pas forcément le judo. Exactement. Le judo. Il fait du judo. Non, mais en fait, le judo, le concept, si j'ai bien compris, c'est de choper la force de ton adversaire pour... l'attirer à ton profit. Après, sur un micro, la force du micro est pas non plus... Ouais, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça, et j'ai repensé à Fred Cham, qui est aussi humoriste et qui fait un sketch sur le judo, où du coup il explique que le judo, c'est ce qui lui a permis de savoir tomber, et c'était très utile quand il se faisait racketter. Il est très drôle, Fred Cham. J'espère de le revoir bientôt sur scène. Et comme tous les autres humoristes, d'ailleurs. Mais... quand l'épisode sortira, j'espère qu'on aura pu voir des plateaux entre-temps. Dernière question, qui est un peu perso par rapport à mon ressenti, peut-être qu'elle est orientée, tu me diras. Comment faire pour ne pas avoir peur que notre voix trahisse nos émotions lorsque nous parlons ?
Hmm. Ou est-ce que c'est utile d'avoir peur de ça Je pense qu'il ne faut pas rechercher la parole parfaite. Je pense qu'une parole qui est trop maîtrisée, trop technique, trop cadrée, tu perds de l'émotion. Et en fait, parler avec de l'émotion, parfois, c'est ça aussi qui fait la force d'un discours. Tu vois, tu vas avoir des discours qui vont être hyper bien maîtrisés. Les types savent qu'il faut regarder, pile là pour donner l'impression à quelqu'un que tu le regardes dans les yeux. Ils savent distribuer leur regard au public. Ils savent quel geste faire à quel moment, etc. Mais du coup, tu es face à quelque chose qui est totalement aseptisé et qui perd en charme. Ouais. Moi, je dirais que ça me dérange pas en fait d'entendre quelqu'un faire un discours ou parler avec la voix qui chevrotte un petit peu parce que déjà ça te donne l'impression que la personne tient à ce qu'elle est en train de te dire, tu vois, qu'il y a de l'enjeu dans sa prise de parole. Et puis encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'expérience du micro, ça peut apporter aussi une empathie de la part des gens qui t'écoutent. Donc je pense qu'il faut pas s'en faire une montagne. Ouais. De la prise de parole, tu vois, et te dire si je perds ma voix, c'est pas très grave, la prochaine fois je la perdrai pas parce que j'aurai l'habitude ou parce que je parlerai de quelque chose qui me tient un petit peu moins à cœur. Mais ouais, parfois c'est les défauts justement qui font un petit peu la beauté d'une prise de parole. Ouais, c'est vrai. C'est très sage et ça vaut pour tout d'ailleurs, hein, ouais. ce truc de dédramatiser tout. Et ça, c'est comme des stand-uppers qui chercheraient absolument à avoir le set ultra parfait avant de commencer, avant de s'y mettre. Ça n'aurait pas de sens. C'est justement en allant faire des trucs imparfaits, en testant des vannes qui ne fonctionnent pas et tout, que tu en arrives petit à petit à écrire un truc qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est un peu pareil, la prise de parole. C'est si tu attends d'être hyper bon pour prendre la parole, en vrai, tu vas attendre très longtemps, quoi. Donc, ouais, c'est dédramatisé. C'est juste, tout le monde a une voix, tout le monde peut parler. Il y en a qui le font un petit peu mieux que d'autres, mais avec un petit peu d'entraînement, ça passe bien. Ouais, on fait un petit coucou aux muets quand même. Oui, non, mais bon, dans l'absolu. Non, mais c'est important, inclusivité. Inclusivité, pardon aux muets. Non, mais non, on pense à eux, j'en connais pas. Voilà, donc c'était la fin des questions. Cela dit, j'en ai une qui m'est venue. Est-ce que tu as de la difficulté à te réécouter? Parce que beaucoup de gens ont du mal à se réécouter. Moi, je sais que j'ai pas ça, étrangement. Mais... Ouais. Non, pas particulièrement. Parce que je pense que je me suis souvent écoutée, en fait, par la force des choses, pas forcément par le plaisir d'entendre ma voix ou de me regarder et de me dire « Oh, pas mal cette prise de parole. » et tout. Non, on n'en est pas à ce point, mais ça m'est arrivé assez régulièrement d'avoir à entendre ma voix. Donc non, maintenant, ça me dérange plus vraiment. Je pense que l'habitude fait beaucoup encore. Hein. Ouais. Voilà, c'est vrai que l'habitude, à force de faire, tu t'oublies en fait. Tu dédramatises aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas mal dédramatisé mon image, ma voix, tous ces trucs-là. Tu vois, quand je m'enregistre après des sets, ça me dérange pas de me regarder. Ça me dérange quand le truc est vraiment raté. C'est sûr. Mais ça, c'est parce que c'est raté. Tu vois, c'est pas parce que c'est moi. Mais non, très bien. Tant mieux. Il faut que tout le monde suive ton exemple, du coup. Voilà, modestement. Maintenant, on va passer modestement. Exactement. On va passer à l'anecdote que tu as préparée. D'ailleurs, je tiens à te féliciter parce que tu es la première personne qui l'a vraiment préparée. Ah, ça, c'est mon côté très, très carré. Tu vois, j'aime bien les trucs... Mais j'ai senti quand tu regardais un peu ma feuille, tu fais enfin un podcast construit. C'est bien, il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, il y a une colonne vertébrale. Ouais. Et pour le coup, moi, je fais ça surtout parce que comme je me sentais pas à l'aise de base à l'exercice, je me suis dit la chose la plus difficile, ça va être finalement de faire le podcast. Mais plus c'est préparé, mieux c'est pour te mettre à l'aise, etc. Et pas avoir peur pas la page blanche, mais de pas savoir quoi dire, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, bravo, je te félicite. Très bien. Du coup, oui, l'anecdote. Alors, l'anecdote, du coup, sur la radio, en fait, c'est pendant le confinement. Moi, j'ai sorti un bouquin qui est sorti la semaine ou 2 semaines avant le confinement, donc vraiment un très, très bon timing pour le bouquin. Et dans le cadre de la promo, pendant le confinement, il y a des émissions de radio qui m'avaient demandé d'intervenir, et notamment une. Il faut savoir qu'en fait, quand
tu peux pas évidemment te déplacer en studio à chaque fois quand t'es en confinement. Donc en fait, les gens t'appellent 5 minutes avant en disant bon bah voilà, c'est bon, vous nous entendez, vous entendez la radio, c'est bon, dans 5 minutes, c'est à vous, on vous pose des questions. Et alors chez moi, j'ai 2 chats et un chien. Et en fait, donc l'émission m'appelle, on me dit c'est bon, Isabelle, vous entendez tout. Je dis oui, très bien, on fait très bien, dans 2 minutes, c'est à vous. Et à ce moment-là, mon chat se met à gratter à la porte, ce qui du coup a réveillé mon chien, qui est parti mais se précipiter sur la porte. J'avais fermé la porte justement pour pas qu'il se batte ou qu'il fasse du bruit derrière. Le chat a commencé à feuler, le chien a commencé à aboyer. Et moi j'étais là, putain, dans 2 minutes je passe à la radio, au secours. Donc au moment où on me dit allez c'est bon, dans 30 secondes c'est à vous, j'avais la tête dans le frigo littéralement en train de rechercher des friandises, des trucs, des machins pour essayer de donner. J'étais là, le chien. Et en fait ça n'a pas marché. Le chien et le chat ont continué à se battre pendant l'émission. Donc j'entendais les questions qu'on me posait, j'essayais d'y répondre. Et à un moment donné, le type m'a posé une question et j'ai eu un bug. J'étais là, merde, qu'est-ce qu'il m'a demandé comme question ? Et je me suis dit, bon bah écoute, vas-y, bluff, réponds n'importe quoi. Donc j'ai répondu à un truc qui avait un petit peu un lien avec l'émission. Et il m'a dit, oui, d'accord, mais je vous ai demandé ça. Ah oui, ça, bon, bah alors, oui, non, on fait comme ça, machin. Et donc, ouais, j'ai fait, je sais pas, genre 20 minutes, une demi-heure d'émission avec un chien qui aboyait. Oh là là. Mais alors, j'ai eu de la chance, ça ne s'est pas entendu. Parce que j'avais qu'une seule peur, c'est que tu entends des aboiements. En plus, c'était une émission qui était pas mal écoutée. Donc, je me disais vraiment, c'est la honte internationale si on entend mon chien aboyer pendant l'émission. Et en fait, non, ça s'est pas entendu. Enfin, bon, vous avez des animaux ? Ah non, il n'y a pas de problème. Bon, bah, tant mieux. C'était celle de RTL ou... Non, c'était pas celle de RTL. Parce que c'est celle que j'ai écoutée, donc du coup, c'est vraiment bien passé cette émission. C'était pas celle-là. Là, le chat avait miaulé au début, mais ça s'était arrêté très très vite. En fait, je pense que mon chat se prend pour une star et veut absolument être de toutes les émissions. Tu vois, il veut laisser sa patte quelque part. Donc, systématiquement, quand on nous appelle, il miaule. Donc, non, mais niveau de stress, ça doit être fou, quoi. C'était horrible, hein, vraiment, parce que c'est quand même un peu stressant, je trouve, de participer à une émission de radio, parce que on va te poser des questions, puis t'as aussi les questions des auditeurs, donc tu sais jamais ce qu'on va te demander, donc il faut quand même te concentrer un petit peu pour comprendre les questions, puis pour pouvoir y répondre, même si c'est un sujet que tu maîtrises bien. Et du coup, tu te dis, voilà, il y a pas mal de monde qui écoute. Et c'est le moment où mon chien se met à aboyer comme un timbré. Donc voilà. Non, mais ça fait des souvenirs et ça fait une belle anecdote. Ça fait des souvenirs, voilà. Maintenant, je sais comment répondre à une interview et gérer un chien qui aboie en même temps. Ouais, je pourrais le mettre sur mon CV aussi dans Hobby, tu vois. Gérer les animaux. Mais en plus, pendant le confinement, il y a eu énormément de ça, de journalistes et tout, avec les chats qui passent derrière. Ouais, c'est ça. J'ai vu un truc, c'est pas à la radio, mais c'était dans 7 à vous, c'était Eddie Mitchell et son chat. Et en fait, le chat s'est mis à attaquer Eddie Mitchell en direct, tu vois, en zoom, et il était là, t'entendais le chat qui Eddie Mitchell qui dégageait son chat, et le chat qui revenait tout le temps. C'était un running gag qui m'a beaucoup fait rire. C'est fou, la vie a changé. Mais ça dédramatise beaucoup aussi, tu vois, c'est pas mal, je trouve. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la prise de parole. Quand tu vois que Eddie Mitchell se fait racketter par son chat en direct sur cet avou, finalement, c'est que la vie est pas très... Voilà, il y a des choses qui sont pas très graves, quoi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, exactement. Est-ce que tu as une recommandation particulière où tu as déjà fait la bande originale et ça te semble être ta reco ? Écoute, ouais, je pense que c'est ma reco sur la radio, parce que je trouve que c'est une émission qui est sympathique et qui nous change un petit peu. Alors, t'as les matinales, les trucs info et compagnie, mais ouais, je trouve qu'on est déjà pas mal abreuvé d'infos, donc avoir une émission qui est un petit peu plus légère, un petit peu plus sympa, c'est pas mal. Et leurs humoristes sont très bien. Ok, et tu parlais de souvenirs au tout début, est-ce que tu en as un particulier ou non ? De radio ? Ouais, à part les vacances, effectivement. Non. Les vacances, moi je vais dire en vrai, mes parents écoutaient surtout des radios musicales, genre Nostalgie. Je l'écoute. Voilà, et du coup, ouais, je pense que ça a pas mal imprégné, sans doute en mal, mes playlists de soirée. T'as une playlist un peu à l'ancienne Pas que, mais en fait, quand ça commence à dégénérer un petit peu, tu vois, ouais. vers 3-4 heures du matin, oui, parfois il y a des lacs du Connemara qui peuvent ressortir.
Du France Gall, des trucs comme ça qui sont très bien. Qui sont très bien, voilà, exactement. Et pendant ce temps, moi, je me réveille pour écouter de la radio. Et voilà, je penserai c'est au moment où toi, tu te lèves, moi, je me couche. Avec du France Gall. Non, mais en plus, moi, c'est un peu l'équivalent de ça, parce que France Bleu de Normandie, c'est aussi des musiques de plus anciennes qui passent, même Autoroute FM, qui était une station que je captais. Ah, mais oui, mais ça me dit quelque chose, ça. 107.7 FM. Ouais. 107.7. J'adore. C'est très bizarre d'ailleurs d'aimer Autoroute FM. Ouais. Mais j'aime un petit peu, j'avoue. Mais je crois qu'en fait, plus c'est bizarre, plus j'y vais. Je salue tous les humoristes que j'adore. Non, mais moi, j'ai des recos de choses en radio qui m'ont marqué au fil des années. Il y a un truc que j'adore fouiller, c'est les archives radio d'Eric Ramsey. J'essaie de les retrouver un peu partout sur des sites .free.fr, Flow et tout ça. Ouais. C'est des sites... c'est vraiment... C'est dur à trouver, quoi. Et je les ai compilés sur mon site, le spotdurire.fr. Et notamment les Yves Show, ils avaient fait... je sais pas si c'était le soir, mais ils avaient 2 heures d'émission en direct où ils faisaient des faux appels téléphoniques, des canulars et tout. Surtout celui je suis bloqué dans vos toilettes. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi et vraiment les mecs à la régie pétaient des câbles. Et, moi j'écoutais ça ado, je me disais c'est hilarant ces gens qui n'ont rien à foutre de rien. Ils étaient ingérables. Ouais. Ils se faisaient virer très rapidement. Ouais. Et je crois que je me souviens d'une émission, je crois que c'était Tout le monde en parle, où ils avaient été invités et où ils étaient mais vraiment complètement partis en live, mais ingérable, mais tellement drôle. Mais c'est ça. En fait, c'est génial pour le spectateur, mais pour les gens... Ouais, pour la prod, ça doit être moins génial, je pense. C'est ça. Ouais, et dans ce même truc, il y a un extrait pour se péter les tympans. Moi, j'aime beaucoup le sport et la Formule 1, comme chacun sait, ou saura bientôt. Et en fait, il y a RMC qui était la radio officielle de la Formule 1. Là, c'est terminé. Je suis très triste. Il n'y a plus de radio officielle de Formule 1. C'est très grave pour les fans de Formule 1. Et en 2007, ils avaient il y a un moment donné, il y a le nouveau pilote qui va être champion, Lewis Hamilton. Il se retrouve bloqué et vraiment le truc con, quoi. C'est un peu l'équivalent de caler au feu rouge 8 fois de suite, quoi. Et c'est fini pour lui, quoi. Et t'en as 3 qui hurlent et tout. Et c'est devenu un moment culte. Et donc, je le partagerai dans les refs. C'est un truc de fou, quoi. Mais c'est marrant que tu parles d'RMC parce que y a un truc qui me... Je vais pas dire qui me passionne, mais qui m'intrigue énormément. C'est les commentateurs en fait qui commentent le foot à la radio. Quand tu les entends, je te dis mais la voix, le débit, mais tout part en vrille. Et pourtant c'est hyper. Je me dis mais comment ils font, tu vois tout va hyper vite. T'as des accélérations de malade. Enfin, ça m'est déjà arrivé, genre dans le taxi, tu vois, d'écouter des matchs de radio parce que le taxi écoute RMC. Et franchement, je trouve ça impressionnant. L'énergie qu'ils mettent dans quelque chose que tu vois pas. Ouais, puis en plus, RMC, ils font plusieurs sports en même temps, donc t'as toujours un gars qui s'excite. Il y en a qui s'excitent sur les chevaux, tu vois. Tu te dis, mais... Ah, et tu vois, les chevaux, c'est assez rapide. Ouais, mais là, oui, le match de foot, c'est hyper long à tenir. 90 minutes, plus prolongation, etc. Ah non, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je trouve ça... qui m'impressionne. Voilà, je trouve ça impressionnant. Ouais, effectivement. Et ça me fait penser... Il y a une vidéo de Carac Attack, collectif suisse, on est encore sur la Suisse, où Charles Nouveau et Blaise Bersinger, en fait, parodient les commentateurs sportifs français et suisses. Et tu vois la différence, et tu te rends compte que les Suisses sont ultra mous dans leurs commentaires. Et alors que, en France, on sait comment il est, Christian Jean-Pierre, etc. Oui. Mais encore, c'est pas les pas plus... le pire. Non, il y en a un que j'aime trop, c'est Yohan Ryu. Ah oui, sur l'équipe. Ouais. C'est de la folie, parce qu'en gros, pour expliquer, ils n'ont pas les droits d'image, donc du coup, lui, il est avec son petit tableau et tout, et il s'excite sur tout. C'est devenu tellement une star que maintenant, il est dans les grosses têtes. Mais il saute et tout. Alors, il s'attrape les cheveux, bon, pas trop, mais mais ils sont à fond, quoi. Ils sont à fond sur un truc que tu vois pas vraiment. Ouais. Ouais. Et limite, t'as pas besoin de voir le match dans certains cas.
C'est encore le pouvoir de l'imagination de la radio. Tu vois, tu t'imagines tes propres actions. Tu dis, ah là, il y a un mec, il est en train de courir très, très, très vite vers la cage, quand même. Non, et puis le fait d'avoir son schéma là, qui met à jour avec son petit crayon, enfin, c'est fou, quoi. Et en fait, plus t'as des limitations, plus tu peux faire des trucs incroyables. Voilà. C'était l'instant RMC. C'est ça. Et du coup, sinon, les émissions dont je parlais, c'était maintenant, Greg James, qui est enfin pas l'humoriste, je le confonds, l'animateur radio que j'écoutais à 4h du matin quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est lui qui a la matinale de BBC Radio One, qui est l'un des trucs les plus écoutés au monde, quoi. Truc de fou. Donc, je l'avais détecté avant tout le monde. Mais pas avant la station, cela dit, parce que bon, c'était la même station. C'est lui, il a fait 5h du matin, après il a fait l'après-midi, et puis il s'est mis à ce show qui est l'institution mondiale. Enfin, il y a des articles dans tous les corps de presse de plein de pays, quoi. C'est un truc de fou. Donc, c'est le truc qui est tôt le matin. Ouais, mais maintenant c'est Mais c'est en replay. Ouais, mais maintenant il fait 7h30, 11h. Ouais, c'est long. Ouais, c'est très long. Et c'est de plus en plus long. Donc je dis peut-être une bêtise parce que en fait déjà il y a le décalage horaire d'1 heure. Donc du coup, j'ai pas forcément le bon truc, ça doit être 6h30, 10h là-bas. Et pendant le confinement, j'ai l'impression que ça allait jusqu'à midi. Donc, mais il y a beaucoup de musique, heureusement. Ouais. Mais ouais, non, c'est tenir un show comme ça. C'est fatigant. Ouais. Puis tous les matins, quoi, lundi au vendredi. Oui, puis il faut te dire qu'elle doit être préparée en amont. Donc tu te lèves à 1h du mat, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis tu finis ta journée à midi. Enfin, on en parlait un peu de Nagui, mais ils ont des rythmes un peu particuliers, ces gens. Nagui, je crois qu'il finit pas sa journée à midi. C'est ça que je trouve incroyable. Il a fini à 18h, probablement. Il a ouais, non, c'est une force de la nature. Voilà, on salue Nagui. On salue Nagui. Qui ne nous écoutera pas, mais on le sait. Quoique. On sait jamais. Et puis, je parlais de Couleur 3 sans arrêt. J'ai pas cité le nom de l'émission Les Bras Cassés. Du lundi au jeudi, de 18h à 20h. Voilà. C'est mon émission préférée. De ouf. Que je ne loupe pas depuis septembre. C'est-à-dire que j'ai écouté toutes les émissions. Ah oui. Ouais, sauf, j'avoue, c'est pas bien. Mais le jeudi à 19h, j'ai un peu une saturation de la semaine. Donc du coup, des fois, si les invités me parlent un peu moins le jeudi, ok, j'écoute que 1 heure sur les 2. Je sais, c'est mal. Mais le lundi, tu vois... C'est ton instant faiblesse. Ah, tu vois, là, on est samedi et tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, le podcast, il finit à 18h. Je vais pas pouvoir être à l'heure pour... Mais en fait, après, je me suis dit, mais non, c'est samedi, ça va. C'est fou. Mais ouais, non, le lundi, je suis contente de retrouver le truc. J'ai l'impression d'être un peu la mamie qui regarde Slam, version radio. Et j'adore Slam aussi. Je salue aussi Anissa Omri qui adore Slam et qui sera invitée à l'épisode des Sims. Ouais. C'est une transition toute trouvée. Mais écoute, voilà, on a terminé de parler de radio. Maintenant, on arrive à la dernière partie qui est l'instant promo. Donc, si tu as des choses à promouvoir, ton livre notamment. Alors oui, j'ai sorti un livre donc en mars qui s'appelle Petit manuel de mauvaise foi. Et j'en ai un autre qui sort en septembre, début septembre, qui est sur la répartie. Cette fois, c'est petit livre des réparties de choc. Voilà, c'est un petit bouquin sur les meilleures réparties. Et puis sinon, j'attends avec impatience, comme tout le monde, que les plateaux réouvrent, que les scènes réouvrent. Et voilà, j'espère que quand le podcast sera sorti, ça aura réouvert. Voilà. Ouais, ça va être une bataille pour trouver des dates. Vivement. Et les queues des open mic, des scènes ouvertes, où en gros, faut arriver à 19h, mais en fait, il faut arriver à midi, quoi. 12h. Oui, c'était déjà pas terrible, mais là, ça va peut-être pas s'arranger. Enfin, je sais pas, remarque. Ouais, tout dépend comment les salles s'organisent aussi, combien il y aura de gens. Enfin, ça, on le saura au moment où le podcast sortira. On le saura et cette conversation n'aura plus aucun sens. Ouais, mais ce sera fin août et il y aura peut-être une pause, même si Avignon n'ayant pas lieu, je sais pas trop comment ça va se passer l'été. Ouais. Mais les gens le sauront puisque ils l'auront vécu cet été. Voilà. Donc, merci d'être venu. C'était très sympa. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était très cool. C'était très cool pour moi de parler de radio parce que, j'ai pas forcément l'occasion et d'apporter ce truc, ce grain de voix supplémentaire sur quelque chose qui me fascine un petit peu. Donc, je vais terminer en disant merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve au prochain épisode. Salut.